6-3, etc. Non, nous on veut faire les choses autrement. Et une des premières choses, c'est la convivialité. C'est pour ça aussi que dans le discours, on veut que ça se passe autrement. On pourrait tenir des longs discours avec des belles phrases pompeuses, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui nous intéresse. Et ce qui nous intéresse, comme je dis, c'est l'échange. Alors, justement, sans plus tarder, je vais quand même inviter mon frère, ami, collègue, Désiré, cet homme bouillant, je vous préviens, c'est un chou. Vous ne saurez pas. Il va nous dire quelques mots afin que nous puissions ensuite partager. Voilà, Désiré. Je suis Désiré Mbaki, comme ils l'ont dit, et en cette circonstance, je me présente en tant que membre de l'ISAGA. Aujourd'hui, nous le disons, l'histoire du Congo se raconte des milliers de manières. Quand je pensais encore à l'ancien président Sarkozy de la France qui disait que les Africains ne sont pas encore propriétaires de leur propre histoire, sans aller dans les contextes généraux où il le disait, mais en ce qui nous concerne, je me dis oui, si vous avez 10 Congolais, vous leur posez la question sur l'histoire du Congo, vous avez 10 réponses différentes. Moi, en ce moment, cherchant à le faire aussi, je sais que je vais donner une énième position. Je ne me force pas d'être conciliante, mais peut-être un peu convergente. Le Congo, en tant qu'État-nation, les frères l'ont dit avant moi, il est né en soi en 1885. En 1885, le Congo est né, mais en soi, l'espace existait déjà. Cet espace-là, qui aujourd'hui on appelle Congo, existait déjà. Même ces noms-là qu'on appelle toujours Congo, existaient déjà. Et c'est peut-être la différence, si nombreux parmi nous n'en font pas cas. Les Congo qui existaient dans les temps où on parlait du royaume Congo, c'était avec la lettre K. Et aujourd'hui, nous parlons du Congo avec la lettre C. C'est juste l'influence portugaise, parce que dans la langue portugaise, dans l'alphabet portugais, la lettre C et la lettre K n'existaient pas. Et c'est pourquoi les Portugais, pour écrire Congo, ils doivent utiliser la lettre C. Donc c'est un premier départ. Ce n'est pas le changement pour dire que non, on est parti de tel point pour arriver à tel point, mais c'est juste cette influence-là de la langue. Un Portugais, si vous lui demandez d'écrire l'Ikala, que nous appelons à l'Ingala, il ne va pas faire intervenir la lettre K que nous utilisons habituellement, mais il va écrire cela avec la lettre C. Donc pour dire que le mot Congo n'est pas né en 1885, il existait déjà, bel et bien. Mais en ce moment-là, il sera appelé État indépendant du Congo. Et on ajoute après propriété privée du roi des Belges. Le roi Léopold II a Lokotinaye Mabele Mokoboye. Sans tenir compte de tous ces sujets qui occupaient cette terre-là, tout le monde et des individus que nous étions, nos parents, nos arrière-parents, les animaux et tout, nous étions considérés de la même chose. Donc, comme une terre inhabitée, propriété privée du roi des Belges. Le roi des Belges y applique sa politique depuis 1895 jusqu'en 1908. Franchement, s'il faut entrer dans la politique économique de toute cette période, elle est un peu perplexe. Pourquoi je le dis? En 1908, lorsqu'il faut partir de l'État indépendant belge, il y a une phrase qui sort du roi Léopold II. Le roi Léopold II dit ceci: je leur passe mon Congo, mais je garde tout ce qu'il y a du Congo, archives et secrets.
pour qu'ils n'en sachent rien de tout ce qui s'est passé au Congo. Cette phrase résumait beaucoup. Donc cela voulait dire qu'en 1908, c'est un autre État qui se crée encore. C'est un nouveau État qui se crée en 1908. Les passations du roi des Belges, le roi Léopold II, qui est lui-même le roi des Belges, à l'État belge dont lui-même est le roi. Certes, à mon entendement, je me dis, il y avait peut-être une question de conflit d'intérêts entre l'État belge et la royauté belge. Mais à partir de cet état, à partir de ce moment-là, nous sommes passés à la colonie belge, au Congo belge, que nos papas ont connu, et que peut-être quelques-uns parmi nous aussi ont eu le temps de vivre, où les choses se sont passées un peu si rapidement, parce que c'est pendant cette période-là qu'il y a eu même l'implication de quelques-uns de nos parents dans l'exercice du pouvoir, pour nous, il faut le dire ainsi. Mais dans la généralité, c'est la Belgique, ce qu'on appelait le colon qui administrait nos entités. De 1908 à 1960, pendant cette période, il y a eu une petite intégration. Mais en général, c'est ce qu'on appelait les colons qui administraient toutes nos entités. S'il y avait des postes qui étaient réservés, les postes tels que ce qu'on appelait le duc, les chefs de village, ça on trouvait encore nos vieux papas, ou bien dans les cadres de pouvoir coutumier, les chefs de groupement, il y avait encore nos vieux papas, mais à partir des secteurs, ce qu'on appelle collectivité, zone, sous-région, région, et puis après, on ne trouvait que des colons. L'administration était organisée de quelle manière? L'État était subdivisé je prends pratiquement le dernier moment, en 6 régions, et le pouvoir qui commandait à partir de la Belgique, il y avait un ministre des colonies qui envoyait un gouverneur au niveau du pays, de chaque province, c'est les 6 provinces qu'on avait, et c'est eux qui administraient, qui géraient tous les autres chefs de région, des secteurs, et ainsi de suite partout. Les peuples congolais, en ce qui les concernait à ce moment-là, et d'ailleurs les langages des colons, nous les savons, souvent on nous disait ce sont des sujets. Donc, le point de vue du Congolais ne comptait pas sur ce qui s'est décidé, qui devait se faire dans sa société. Et c'est cela qui a fait qu'en un certain moment, dans beaucoup de points, il y a l'éveil qui a commencé. Et cet éveil qui devait commencer, qui n'était pas accueilli par l'autorité, parce que les colons dictaient sa loi et sa volonté. L'homme noir ne pouvait rien proposer en ce moment-là. Et comme il ne pouvait rien proposer, toute sa pensée devait être concertée dans de petits foyers. Des petits foyers des autochtones. C'est cela qui a fait naître le plus grand ou bien les premiers mouvements de résistance dans notre pays. Le peuple congolais, pendant toute cette période, s'est comporté en résistant et a considéré le colon comme un occupant. C'est comme la situation que nous sommes en train de vivre au jour d'aujourd'hui. Et de la même façon, les constats qui sortent encore en ce niveau-là, à mon niveau, comme je l'ai dit, que je m'oblige une grande modestie d'aller dans les détails politiques de la colonisation. Il ressort que les Congolais
n'a pas profité de la colonisation pour apprendre la politique proprement dite. Jusqu'au moment des indépendances ou bien de l'indépendance du Congo, il n'y avait pas assez de politiques, de Congolais qui étaient qualifiés réellement politiquement pour dire que non, voilà l'exercice politique s'exerçait de telle façon, de telle façon, de telle façon. Pendant que les quelques leaders que nous avons étaient plus des leaders de mouvements de résistance, si on peut l'appeler de cette façon-là, si vous le permettez, parce que moi je me permets en ce sens-là. Moi, la résistance dont j'ai plus appris des choses, c'est celle qui est partie du Bas-Congo depuis 1921, où un homme s'élève au nom de Simon Kimbangu, dans ses enseignements socio-spirituels, mais il y a un mot qui sort déjà et qui va sillonner tous les Congos. Kimbwanza pour les uns, Dipanda pour les autres, et indépendance pour ceux qui parlaient français. Bien que dans la conception du Congolais, ils ne voyaient pas cela réellement de la réalité du terme indépendance, mais ils voulaient un peu de la liberté. C'est cela qu'avait été le souhait du peuple autochtone. Ils ne se souciaient pas de se dire, mais comment je me prendrai en charge après le départ de l'homme blanc ou bien de celui qu'ils considéraient occupant. Mais ils souhaitaient être libres. Donc cela fait voir aussi qu'il n'y avait pas une bonne communication, une bonne communion entre les colons qui croyaient préparer les terrains dans ses intentions, qui géraient la politique au quotidien, et l'autochtone qui assumait laquelle politique. Et ces mouvements de résistance, ces mots-là qui véhiculaient partout, Kimbwanza, Dipanda, indépendance, l'homme blanc, de sa part aussi, en a tiré un message que réellement ces peuples avaient besoin de l'indépendance. Mais cette résistance, on retient aussi, c'est une résistance parmi les résistances qui ont été plus pacifiques que les résistances que nous connaissons dans le monde, bien qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais c'est parmi les résistances qui ont été plus pacifiques. Parce que pendant toute la période, si nous parlons de la grande résistance qui est partie de 1921, qui ont réuni de masse, à aucun moment, il y a eu des groupes qui ont été instrumentalisés contre l'autorité coloniale, ou bien comparativement à d'autres pays. Si je prends l'Angola qui est à côté de nous, nous connaissons l'histoire de guerre entre les Angolais et les Portugais, les histoires de machettes, de ceci et cela, pendant que ce genre d'histoire, chez nous au Congo, on n'en parlait pas. Nous sommes de ces rares pays aussi qui ont eu l'indépendance partant d'une certaine négociation, bien qu'on parle de table ronde, de discussions de ça et là, mais il y a eu des échanges entre les colons, l'occupant, celui qui était considéré comme occupant et celui qui était occupé, mais à un certain moment, ils se mettent autour d'une table pour discuter comment est-ce que nous allons finir ou bien nous allons nous séparer. Donc, j'ai pris plus cet accès, c'est pour faire voir qu'en cette période, nous sommes aussi, le peuple congolais est en résistance, en combat, comme nous le disons, mais il sait aussi que nous tenions compte, ou bien qu'on pense aussi qu'il y avait aussi déjà nos aïeux qui avaient passé une longue période de résistance, comment est-ce qu'ils avaient conduit cette résistance et comment ils avaient abouti à ce niveau-là où il y avait indépendance. Et aussi, ça nous sert aussi pour nous faire voir qu'il y a une certitude que l'occupation que nous avons aujourd'hui finirait. Si réellement nous tenons à organiser notre résistance. Et en ce moment-là, à partir des années 60, nous connaissons si bien, nous obtenons notre indépendance. Les uns acceptent que nous sommes indépendants, les autres n'en acceptent pas jusqu'aujourd'hui, mais franchement et réellement, nous sommes indépendants. C'est à nous, le peuple congolais, de nous approprier et d'assumer cette indépendance. Si
propose aujourd'hui que nous devons faire la politique autrement, que cela ne soit pas un slogan. Nous avons connu aussi d'autres slogans qui étaient aussi peut-être meilleurs que les nôtres. Servir et non se servir, c'est un slogan vraiment génial pour moi. Mais il a servi à quoi? Donc, si nous vous invitions que vous soyez, que nous arrivions à être ensemble pour faire de ces slogans-là une réalité et non un apogée. La politique congolaise, comme je l'ai dit au début, avec toute modestie, des fois on se réserve d'en parler. Parce qu'il n'y a pas encore de politique chez nous, franchement. Il n'y a pas encore de politique. Le Congo n'a pas encore eu des acteurs ou bien des serviteurs politiques. Et nous en cherchons et faisons-le nous. Nous avons notre temps qui nous est donné. Voilà quelques mots que je voulais dire en cette circonstance de la sortie officielle de Lusaka. Et je vous remercie. Professeur, bonjour. Et plutôt, je devrais dire bonjour. On dit oui. C'est bien, c'est bien. Je pense que ça va être chaud. Alors, justement, comme je le disais, je pense qu'il n'y a plus besoin de présenter le professeur, tout le monde le connaît, mais je vais quand même, par respect, peut-être pour quelqu'un qui ne vous connaîtrait pas, on pourrait arriver, dire quelques mots un petit peu qui vous êtes. Moi, je peux raconter, comme je disais, par la petite anecdote, puisque vous êtes, tout le monde connaît votre travail, donc concernant Cheikh Anta Diop et l'histoire de l'Afrique. Et je me souviens très bien, il y a plus de 20 ans, quand j'étais encore étudiante en histoire à Tolbiac, on a participé à une réunion justement à Sancier sur ce mouvement qui a connu pas mal de remous. C'est pas Cheikh Anta Diop, moins qu'on puisse dire, n'a pas toujours fait l'unanimité, malheureusement, puisque c'est un grand homme qui a beaucoup contribué à la vérité. Et je me souviens justement de conférences à laquelle aussi vous avez participé. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, voilà, si peut-être vous pouvez dire brièvement quelques mots à l'Assemblée pour vous présenter, pour ceux, comme je disais, qui ne vous connaîtraient pas encore. Oui, comme je l'ai dit, il faut se présenter autrement. Alors, je vais essayer aussi de me présenter autrement, tout en restant dans le contexte de la rencontre d'aujourd'hui. Je suis un des membres fondateurs ou cofondateurs de l'association de moralistes congolais qu'on appelle l'association de moralistes Zaïrois, à l'époque à Moza, avec le professeur Niametese et Mfumbi Bolitsaza. À l'époque, parce que le pays était moralement par terre, dans les années 76, entre 1976 et 1977, nous avons fait les tours des écoles secondaires et des instituts supérieurs de Kinshasa, parce que nous pensions que nous pouvions ainsi former une nouvelle élite. Donc, ceux qui étaient dans les écoles secondaires, surtout en 5e et 6e, ou dans les instituts supérieurs au campus de Kinshasa, les savent. Nous avions dans ce contexte, avec Mvumbi, fondé le cercle philosophique de Kintambo, qui avait la mission d'aller dans des différentes communes de Kinshasa, dans des paroisses, chercher à transformer les mentalités, donc de lutter contre ce qu'on appelait à l'époque le mal congolais. Je dis ça parce que votre intervention m'a beaucoup plu. Les combats avaient continué jusque dans le cadre de la Mozala, mais malheureusement dans les années 79, je suis sorti. Je suis sorti pour revenir en 90, et là nous avions, parce que Mobutu était contre la conférence nationale, l'association des moralistes congolais, l'association qui était venue de Kisangani, du Nord Kivu et du Sud Kivu, nous ont dit qu'il y a un problème de terre et que le pays est occupé. Donc l'expression qu'on utilise ici, nous n'avons pas dit, nous ne pouvions pas comprendre quand on vient de l'Ouest.
On a dit non, donc les gens, donc les Kengo, les Bisengimani et autres, donc les pays est vraiment bloqué. Il est dans le main, mais on n'a pas pris au sérieux. Alors, finalement, Mobutu avait cédé, on a commencé, donc, avant d'arriver là-bas, donc dans ces cadres-là de la société civile, on avait fondé des commissions, et dans cette commission, je m'occupais de la commission éthique et de la commission constitutionnelle avec M. Fayoulou. Je le cite pour dire, il ne faut pas vous décourager. Quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai vu que les gens avec qui on avait combattu depuis les années 70, ce sont eux, dans les années 90, ces gens étaient encore debout. Et donc, quand je suis rentré, maintenant, ils sont debout à Kinshasa, là, en train de se battre. Et il y a eu beaucoup de traîtres, mais il y a beaucoup qui gardent encore cet idéal pour que les choses puissent changer. Donc, c'est ça la présentation que je voulais faire. Merci beaucoup, professeur. Je pense qu'effectivement, c'est une présentation originale. Alors, justement, pour rentrer dans le vif du sujet, alors, on va peut-être laisser un petit peu, en attendant, l'histoire égyptienne de côté, donc le rapport entre le Congo et l'histoire égyptienne, puisqu'on parlait plutôt directement des constitutions. Alors, puisque le thème était les 7 constitutions, peut-être qu'on peut faire brièvement, simplement énumérer ces fameuses 7 constitutions. Quelles sont-elles? Oui, les 7 constitutions, c'était un examen qui m'a été soumis, parce que moi, je venais de commencer en 90, où on disait qu'il fallait faire projet de constitution. Après, il y a eu aussi après, il y a eu le projet de constitution de la conférence nationale qu'on jugeait être acceptable, bien, mais il y a eu, Kabila est venu abolir ça, mais après avoir approché le projet, donc pratiquement tous les projets de la conférence nationale, ils ont élaboré aussi un projet. La diaspora s'était rencontrée en Belgique avec le Boja, tout ce monde-là, on a passé 2 jours, je crois, pour préparer la conférence nationale. Non, pas la conférence nationale, la constituante. Alors maintenant, quand les valises étaient déjà emballées, on devrait voyager le lundi. Alors on apprend le vendredi que Mbaya, ministre de reconstruction dans l'État, qui devrait être le président donc, de la constituante, était arrêté. Mouteba, qui était parti donc aussi dans ce cas, qui s'occupait de l'organisation, était arrêté. Donc il y a eu la guerre maintenant entre Mbaya et les Kakouni, et la constituante n'a pas eu lieu, et c'est ainsi que le projet de Kabila avait échoué. Donc maintenant, quand quelqu'un me pose la question de parler de la Constitution, j'aurais commencé par là. Mais quand je regarde les titres, je trouve 7 constitutions. Alors je me suis dit, je croyais que la Constitution de Luapur, d'ailleurs que je confondais vaguement, je ne parlerai pas, tu as très bien les distinguer de la loi fondamentale. Avant. Alors, ça fait que cette question, le fait qu'ils ont écrit 7, m'a poussé à aller chercher les 7 constitutions, c'est lesquelles, c'est pour cela que je peux les citer maintenant. J'ai appris, donc, c'était un enrichissement réciproque. Nous avons donc la loi fondamentale, écoutez bien les titres, la loi fondamentale sur la structure de l'État du Congo belge, du mai 1960. C'était signé par le roi Baudouin. La loi fondamentale, quand je dis la loi fondamentale, une sorte de constitution de transition en attendant que les Congolais puissent eux-mêmes élaborer une constitution beaucoup plus réfléchie. Et ils ont fait ce travail, c'est la deuxième constitution, la constitution du 1er août 1964, dite constitution de Luapur, présidée par M. Iléo, avec la participation de gens comme Diaou, Tshisekedi, Passemou, Takizala, etc.
Takizala est toujours actif, son frère est actif, est très actif. Et pour le numéro 3, donc la troisième constitution, c'était la constitution du 24 juin 1970, ça c'est la révision. La constitution de Mobutu. Oui. Alors, on l'appelait constitution révolutionnaire de la Deuxième République. Elle a été revue plusieurs fois, ce n'est pas nécessaire de dire combien de fois. Ça a été revu, mais elle était de tendance unitariste, la constitution. Et ça, c'est important. Ici, on a un régime unitaire, tandis que dans la constitution de Luapur, c'est un système fédéral. Ce sont les deux nuances, les deux caractéristiques ici qu'il faudrait relever. Maintenant, 4, c'est l'acte constitutionnel de la transition d'avril 1994, donc du projet de constitution de la Conférence nationale. Un projet remarquable, très bien, c'était peut-être trop. Ils avaient mis beaucoup de textes et d'articles qui ne font pas partie de la Constitution, mais plutôt de lois. Mais ce n'était pas non plus, on ne peut pas critiquer ça. Alors, la cinquième, c'était le décret-loi de mai 1997 de Zé Kabila, et puis suivi par la constitution de la transition du 4 avril 2003. Et là, c'était l'erreur monumentale. Venant des guerres, les gens qui se sont battus, ils se regroupent et escamotent la question de contrôle des pouvoirs. Ça, je n'ai pas compris. Les gens sont en guerre, même notre Sherman, quand il n'a pas, donc dans la définition des fonctions du président de la République, Kabila avait le pouvoir absolu de nommer et de révoquer. Donc, quand on définit les fonctions du président, on ne voit pas le rôle de vice-président. Il n'y avait pas de contre-pouvoir. Donc, les vice-présidents ne constituaient pas de contre-pouvoir. Et puis, ils n'ont même pas pensé à l'avenir, dire voilà, nous devons poser des bases pour que ce qui s'est passé, les guerres-là, ne reviennent plus jamais. Ils ont tout escamoté. C'était tout simplement recherche donc, de position. Ils se sont partagés les gâteaux. Et ici, il y a eu une erreur monumentale qui continue jusqu'à ce jour. Parce que la nouvelle constitution donc, du 18 février 2006, que personnellement je n'ai pas reconnu, parce que je dis quand on fait la constitution, il faut, mais on reviendra après, mais il y a aussi une autre constitution, 8e, c'est je rappelle la loi préhistorique. Donc, c'est la loi du 18 octobre 1908, donc du gouvernement, sur le gouvernement du Congo belge. C'est très important parce qu'il y a là-dedans deux articles qui poseront des problèmes après entre Lumumba et Kasavubu, parce que les Congolais avaient oublié l'article qui neutralise le pouvoir, qui neutralisait le pouvoir du roi belge. Le roi belge ne peut pas signer comme ça des choses. Il faut toujours que ça soit contre-signé par un ministre, par les ministres. Les Belges avaient déjà pris ce genre de mesures, mais ces mesures existaient aussi au Congo, mais dans un article un peu plus loin.